Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé la cérémonie de signature de contrats miniers renégociés avec le regroupement des entreprises chinoises GEC et le 5e avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008. L'amendement de ces contrats rétablit justement l'équilibre dans ces partenariats en les rendant gagnant-gagnant entre le parti. Parmi les points d'accord figure justement la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars. Cela représente la construction de plus ou moins 5000 km de route, a précisé Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Cet avenant consacre aussi la participation, bien sûr, de la RDC dans le capital de Sikohydro, de Boussanga, 60% GEC et 40% RDC. La RDC avait, il faut dire, négocié il y a 16 ans un contrat avec le GEC prévoyant l'octroi de gisements de cobalt et de cuivre en échange de la construction des infrastructures en 2023. Le président Félix Antoine Tshisekedi l'avait jugé défavorable aux intérêts congolais et avait demandé sa révision. Et de l'autre côté, sachez toujours que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a rencontré mercredi dans la soirée à Kinshasa le chef spirituel kimbangiste Simon Kimbangu Okiangani. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est au menu de leurs échanges. À suivre. C'est en début de soirée ce mercredi 13 mars 2024 que le chef spirituel de l'église kimbanguiste Papa Simon Kimbangu Kiangani a rejoint la cité de l'Union africaine. Une première visite officielle depuis le début de l'année et une opportunité pour le chef spirituel de présenter ses vives félicitations au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. Mukonzi avavante ayake Nakamba. Tomoni makambo nyonso eleki bien, Nzambe pe asalisi aleki yango toyokotala ye. Remercier. La situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'église kimbanguiste qui, en bon berger, recommande une attitude de prière à tous ses fidèles pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Toza pe na bandimi mingi awa toyaka kotala bango e tolobaka tosambela makasi makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepana nango te, surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi Nzambe ayokela biso makambo wana esila. Bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé kambo wana epesi lokumu mingi wana ezali Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Profitant de son séjour de quelques jours à Kinshasa, le chef spirituel de l'église kimbanguiste va procéder à la sensibilisation de ses fidèles pour la construction du mémorial de Kamba ainsi que la célébration avec faste de la journée du 6 avril prochain. 6 avril, une journée déclarée il y a un an, chômée et payée en reconnaissance au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Parlant contentieux électoraux, l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ dénonce plusieurs incohérences qui violent le principe de l'État de droit et de la démocratie. Pour cette organisation qui milite pour la promotion et la défense des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle doit prendre des mesures correctives après la publication justement de ces arrêts. Rappelons que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont été rendus mardi au cours d'une audience publique. 49 députés ont été proclamés par la haute juridiction du pays pendant quelques ans sur le 49 invalidé proteste.
Autre chapitre à présent, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a échangé ce jeudi 14 mars 2024 avec une délégation de South Dakota State University. La collaboration justement entre les universités de Dakota et de Kinshasa était au centre de leurs entretiens. Doudou Montigre et Cynthia Reportage. La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a échangé avec une délégation de South Dakota State University, conduite par l'assistant, le vice-président du Bureau des Affaires internationales, John Stoff, de l'Université de Dakota du Sud. C'est une collaboration entre South Dakota State University et l'Université de Kinshasa dans le domaine des sciences de géospatiales. Une opportunité pour les étudiants congolais d'être formés à l'Université de Dakota du Sud et à la fin de leur cursus, ces derniers reviendront au pays travailler dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous sommes venus ici dans le cadre de la collaboration que nous avons entre l'Université de l'État de Dakota du Sud et l'Université de Kinshasa. Il y a des étudiants qui ont déjà terminé leurs études universitaires ici. Ils viennent au Dakota pour des études post-universitaires, donc en sciences géospatiales. Il y a aussi des étudiants qui vont commencer leurs études là-bas au Dakota, mais tous vont avoir d'abord des cours d'anglais comme langue seconde qui va leur permettre de continuer après. Il faut signaler que la prise en charge de ces étudiants congolais sera assurée par une société privée américaine qui émerge dans le crédit carbone. Seuls les étudiants de l'Université de Kinshasa sont éligibles en post-université en géospatial à l'Université de Dakota du Sud. Quant à la Mineta Eve Bazaïba, elle apprécie à juste titre cette collaboration entre les deux universités dans le domaine environnemental. Et pour elle, le transfert de connaissances et de technologies en formant les étudiants congolais en géospatial est une valeur ajoutée au pays. Nous aurons nos propres experts en cette matière-là parce que l'expertise dans la science géospatiale, ça coûte excessivement cher, non seulement en termes de ressources humaines, mais même la technologie, l'outil technologique. Nous pensons que si nous avons nos propres experts, nous continuons cette collaboration, nous finirons par collaborer aussi en termes d'outils, avoir nos satellites par exemple, parce qu'on aura déjà ces bâtiments qui vont abriter les systèmes de surveillance forestière, et non seulement les forêts, mais même les tourbières et autres ressources naturelles. Ça, c'est très très important pour la RDC. Ça nous permettra de mieux connaître notre pays et de mieux protéger notre pays, de mieux gérer notre pays et surtout d'en avoir une plus-value pour faire bénéficier la population congolaise des produits de leurs ressources naturelles. Restons toujours au ministère d'État de l'Environnement pour parler justement de cette audience accordée à la délégation de la Comifac par la ministre d'État Eve Bazaïba Massoudi. La 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui se tiendra justement en juin prochain était au menu de leurs échanges. Doudou Montigre revient. La question de l'organisation de la 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui se tiendra en juin de l'année en cours était au cœur des échanges entre Eve Bazaïba et la délégation de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, Comifac, conduite par la coordonnatrice nationale de la RDC et le secrétaire exécutif adjoint de la Comifac Cameroun, qui a salué la bravoure de la Mineta pour des actions concrètes qu'elle mène dans la protection des forêts du bassin du Congo et la conservation de la biodiversité. Nous en profitons pour exprimer toute notre profonde gratitude également au gouvernement de la République démocratique du Congo qui a accepté d'inviter les travaux de cette 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin ici. Nous avons également échangé sur les questions concernant la mobilisation des ressources pour la protection des forêts du bassin du Congo, la conservation de la biodiversité,
et avec elle nous avons pensé qu'il est temps pour qu'on passe à la mobilisation des ressources novatrices. F. Bazaïba s'est ensuite entretenu avec les caucus des élus députés provinciaux de la Tchopo venus solliciter l'implication de son Excellence F. Bazaïba comme élu national de la Tchopo pour la rétrocession de son carbone. Nous sommes venus avec une double mission. La première mission, c'est pour revendiquer premièrement les bénéfices qui doivent revenir à la Tchopo compte tenu de son apport sur le plan environnemental à la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier plan, parce que tout le monde, nul n'ignore l'apport de la Tchopo à terme de séquestration de carbone à la République démocratique. Donc, seulement avec les ressources environnementales, cette province peut beaucoup gagner. Alors, et on ne s'est pas limité là, il y a également un autre aspect que nous avions évoqué par rapport au fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Si, étant notre élu sur le plan national, c'était tout à fait normal qu'on puisse également représenter cette préoccupation afin d'espérer également, grâce à ces interventions, pour que nous arrivions à obtenir gain de cause. Polémique autour des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle concernant les contentieux des élections législatives nationales du 20 décembre dernier. Cependant, plusieurs analystes voient à travers ces arrêts plusieurs erreurs qu'ils qualifient de matérielles. Approché à ces sujets, bien sûr, Maître Claude Ngoma, cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, qui dénonce par ailleurs la carence de PV dans le traitement de ces contentieux, estime de même que les erreurs matérielles peuvent être corrigées, mais cela ne doit pas être modifié. La substance des arrêts rendus par la Cour, car, dit-il, la Cour ne s'y dédie pas. Suivez-le au micro de Maxime Akap. Les erreurs matérielles contenues dans les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle peut être corrigée, mais ne doit pas modifier la substance de ces arrêts, estime Maître Claude Ngoma du parti Nouvel Élan, cher à Adolphe Mouzito. Concernant les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sur le contentieux des élections des législatives nationales, les cadres du Nouvel Élan évoquent également la carence des PV dans le traitement de différentes requêtes. La Cour a siégé en matière de contentieux électoral. Et donc, la Cour a réussi 1123 requêtes en contestation des élections et il a jugé recevable et fondé 43 requêtes et les restes ont été rejetés. Voilà la position de la Cour. Et quant à ce qui concerne les erreurs matérielles, il y a un principe de droit qui dit que les erreurs matérielles se situent au niveau de la forme. Ça ne modifie pas le fond. Voyez-vous? Et alors, la Cour s'est prononcée et tous nous savons que les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun recours et c'est opposable à tous. Mais la Cour aussi a été mise en difficulté par la CENI parce que la CENI, elle est la partie experte en la matière. Et donc la CENI devait disposer le PV devant la Cour. Et en réalité, la CENI devait remettre le PV à la Cour constitutionnelle et c'est sur cette base de pièces à conviction que devait statuer la Cour. Mais tout ce qui nous a éclairé un peu, c'est que la Cour s'est basée sur le rapport de la CENI. Or, la Cour ne devait pas se baser sur le rapport de la CENI, la Cour devait se baser sur base des éléments à conviction qui ne sont rien d'autre que les PV. De son côté, Maître Fabrice Pelinde, cadre du mouvement de libération du Congo, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Agombo, pense que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont manqué le caractère contradictoire. Il a dit au micro de Maxime Akapo, suivant-le. Nous le savons tous que les arrêts de la Cour ne sont pas attaquables, nous l'acceptons comme tel, mais il y a des éléments que nous avons décelés, entre autres, nous le savons tous que le caractère d'un procès est contradictoire, mais cette contradiction, nous l'avons vu qu'au niveau de la forme, au niveau du fond, il n'y a pas eu
suffisamment des éléments contradictoires, puisque les juges de la Cour se sont plus servis des éléments en termes de chiffres venant de la CENI, et le parti opposé à la CENI était dans l'incapacité de démontrer leurs allégations conformément à leurs requêtes, puisqu'ils étaient dépourvus de tout moyen de défense, en l'occurrence le manque de PV. C'est une situation qui frise et qui met à mal la partie défenderesse, puisque nous devons le dire tous que la CENI, non seulement cette organisation, exige des réformes structurelles, mais il faudrait tenir compte aussi des éléments en termes de moyens de défense pour permettre aux requérants d'être dans la même longueur d'onde de la contradiction avec l'organe qui a organisé les élections. Puisque ce qui est vrai, les élections n'ont pas rencontré l'assentiment populaire soutenu du MLC. Nous avons été frustrés de voir qu'en dépit de tout ce qui a été fait comme engagement, en dépit de tout ce qui a été battu comme campagne, voir non seulement la CENI publier les résultats avec un taux jamais acquis par le MLC durant toute son histoire politique, et on espérait autant voir aussi la Cour pouvoir recadrer les choses, remettre les choses dans la normalité, c'est-à-dire un arrêt plutôt qui correspond à la réalité vivable, mais malheureusement le MLC ne s'est pas vu être restauré dans certains droits conformément aux requêtes qu'il a émis, et nous observons cette procédure, mais c'est une procédure qui, si ça continue comme ça, la démocratie va s'effriter et nous serons dans une situation où c'est le plus fort qui gagne. Autre chose à présent, l'avocat du président national du parti ADD Congo Prince Epenge saisit l'administrateur général de l'ANER au sujet du passeport de Prince Epenge. Porte-parole de la MOCA de Martin Fayoulou Oumadidi qui serait bloqué par un agent de l'ANER pour des raisons politiques depuis 8 mois. Maître Nico Mengele passe à l'attaque. Suivez. En ma qualité d'avocat de M. Prince Epenge, l'un des opposants radicaux au pouvoir malaki, tant en 2018 qu'en 2023, j'ai saisi l'administrateur général de l'ANER, les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, ainsi que les ONG des droits de l'homme, au sujet des dossiers liés au passeport de Prince Epenge, bloqué depuis le 8 septembre 2023 au niveau du service de l'identification, dirigé par le tout-puissant directeur de l'ANER, Léon Moulaja, qui refuse catégoriquement de libérer les dossiers au fin de l'envoyer à la capture et à l'impression, au motif qu'il enquête sur Prince Epenge. Et l'impression qui s'en dégage est que Epenge n'a aucun droit d'avoir les passeports sous ces régimes dictatorial qu'il critique tant. Voilà pourquoi nous condamnons cet acte posé par M. l'ANER Léon Moulaja à l'endroit de Prince Epenge, qui est non seulement arbitraire et discriminatoire, mais aussi un acte de persécution politique, un déni de personnalité et de nationalité à l'endroit de Prince Epenge, qui devient un sans-papier dans son propre pays. Et c'est en violation des lois de la République et surtout du principe de l'égalité des citoyens devant les services publics, ce qui implique la non-discrimination en matière d'accès aux services de l'État. Si M. Léon Moulaja ne libère pas les dossiers passeport Prince Epenge, ces derniers se réservent donc les droits de les traduire en justice pour atteinte aux droits garantis aux particuliers, et ce serait justice. En santé, l'association de malades de reins sollicite la prise en charge gratuite de la dialyse auprès du gouvernement congolais. Ils ont réitéré cette demande lors d'une marche organisée ce jeudi 14 mars 2024. Suivez. Le mémo a 3 axes. L'axe prévention, parce que nous avons beaucoup insisté sur la prévention. Il faut prévenir les maladies par la sensibilisation. La sensibilisation demande des moyens. Il faut organiser les dépistages précoces, volontaires. Il faut des moyens. Il faut des vastes campagnes pour dire aux gens que les maladies des reins existent. On peut facilement les soigner si on les prend en charge à temps. Il y a l'axe accompagnement où si quelqu'un est malade, il doit être soit admis à des traitements de suppléance, la dialyse et la greffe des reins. Pour la dialyse, vous connaissez, la dialyse coûte cher chez nous. Nous avons posé le problème au délégué de son excellence, Monsieur le Président de la République, et qui nous a dit qu'en tout cas dans le cas de la couverture de santé universelle, c'est une question qui s'est...
Allons un peu dans l'est du pays avant de nous séparer. Sachez que 2 personnes sont mortes calcinées la nuit de ce mercredi dans la cité des déplacés des Kachou en territoire du Djougou de suite d'un incendie non encore élucidé. On compte également 19 cases incendiées. Une assistance humanitaire s'avère urgente pour venir en aide aux sinistrés. Regardez. Le retour de déplacés est observé dans certaines zones déjà sécurisées et consolidées par l'armée en territoire du Roumu et de Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire à cette période de l'état de siège. 2 moyens logistiques ont été mis à contribution du côté de l'administration militaire pour faciliter ces retours volontaires, assistés et sécurisés de nombreuses populations. Pour le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, la paix, rien que la paix. Un incendie dont l'origine reste inconnue se déclarait la nuit dernière au site du déplacé de Kachou, à 3 km du centre commercial de Katoto, en territoire de Djougou. Le président de la société civile du groupement Louvangiri, Lodi Louvangiri, qui livre l'information, avance un bilan de 2 personnes calcinées, parmi lesquels un garçon et une fille et plusieurs cases parties à fumer. Il plaide pour une intervention humanitaire en faveur de ces personnes en détresse. Et au total, nous avions réquisitionné 10 cases complètement calcinées avec 9 autres cases qui ont été détruites plutôt pour sauver les descendus qui devaient progresser. Nous en avons vraiment, nous déploré vraiment que tel cas a fait la énième fois que c'est utilisé de connaître encore ces cas-là. Nous avions même alerté auparavant certaines organisations qui ne nous ont pas conquéri pour encore leur demander vraiment de faire l'assistance-là. Et surtout aussi, au lieu d'y voir même aux acteurs humanitaires là, vraiment, c'est surtout pourvu qu'ils puissent même aider à déplacer avec des bâches, pourvu qu'ils se sentent aussi en construisant ces sites-là comme on l'a fait ailleurs. Pour rappel, le dernier cas en date remonte du mois dernier. Pour pallier définitivement à cette situation, les groupes armés d'origine communautaire doivent cesser de s'entretuer et enterrer la hache de la guerre. Souhait du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.